Bonjour. Donc, pour corriger cette deuxième partie du TD sur les problèmes de moins de carré, donc à savoir ici sur les problèmes de moins de carré non linéaires, on va tout d'abord s'intéresser donc au premier paragraphe où on va essayer de voir comment se comporte la méthode de Levenberg-Marquardt sur un exemple un petit peu, on va dire, canonique d'une fonction qui s'appelle la fonction de Rosenbrock qui concentre pas mal de problèmes qui mettent un petit peu en défaut des méthodes un peu de base. Alors ici, tout simplement parce qu'on voit que c'est une fonction avec des courbes de niveau qui sont vraiment très très resserrées. Le minimum en fait de la fonction, il se situe en x1 égale 1, x2 égale à 1, donc que je montre ici avec la souris. Et donc dans une zone en fait où on a des vallées étroites et surtout très très étirées dans une direction où ça descend très peu. Voilà. Donc l'idée ici, ça va être de voir comment influence un petit peu l'efficacité de cette méthode, le fameux paramètre lambda, dont on va parler assez rapidement. Alors, donc dans un premier temps, l'idée ça va être de planter un peu le décor pour ensuite représenter les itérations de cette méthode dans le plan. Donc planter le décor, ça veut dire tout simplement essayer de reproduire ce graphe qui est là, à savoir un certain nombre de courbes de niveau, ou qu'on peut appeler aussi courbes isovaleurs de cette fonction. Voilà. Alors, il s'avère que la fonction, donc je passe un peu sur la méthode, donc la fonction qui nous intéresse, c'est une fonction qui se présente naturellement en fait comme la somme de deux carrés, et donc en fait qui peut s'exprimer comme la norme au carré d'un vecteur, ici on peut appeler, comme pour les problèmes un peu génériques de moindre carré, un vecteur de résidu. Là, il n'y a pas véritablement de problème de régression derrière, c'est une fonction un petit peu, comme je disais tout à l'heure, un peu académique, là, qui a pour but de tester l'efficacité de la méthode et pour régler un peu les paramètres et voir comment ces paramètres influent sur l'efficacité de cette méthode. Voilà, donc pour l'instant, on se fiche un petit peu de savoir qu'elle a une forme qui est adéquate pour pouvoir chercher son minimum avec la méthode de Levenberg-Marquardt. On va s'intéresser tout d'abord au point numéro 1, à savoir tracer les courbes isovaleurs de f. Voilà, alors dans un domaine du plan, dans un carré, hein, on va se centrer un peu par rapport au point d'intérêt, qui est là où se situe le minimum de la fonction. Donc, il y a deux possibilités pour tracer ces courbes isovaleurs. Je vais passer assez rapidement sur le document que vous pourrez reconsulter sur Moodle. Donc le document suivant. En fait, il y a deux façons en fait, assez faciles en fait, d'exprimer ces courbes isovaleurs. Je vais passer sur la première. Vous pourrez revoir ça sur ce document plus tard, à tête reposée. Donc là, je vais plutôt m'intéresser à la deuxième méthode. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que lorsqu'on va chercher à tracer donc la courbe, enfin une courbe associée à un niveau que l'on choisit pour les valeurs de la fonction f, d'accord? Donc là ici, ne pas perdre de vue que le coefficient alpha est toujours positif, d'accord? Puisque la fonction est toujours positive, il est clair que si alpha est négatif, eh bien, il n'y a pas de courbe isovalo correspondante, hein. La courbe correspondante, c'est l'ensemble vide. Donc là, l'idée, c'est de normaliser un peu tout dans cette équation, de tout diviser par alpha, et de le faire rentrer, en fait, dans, finalement, les deux paquets qu'on voit apparaître ici, qui apparaissent comme des carrés. Donc l'idée qu'on a envie d'utiliser, c'est tout simplement de dire que dans le premier paquet, on peut mettre un cosinus t pour tout t, et dans le deuxième paquet, un sinus t pour tout t, sachant que cos carré plus sinus carré sera égal à 1. Alors ça part aussi un peu d'un a priori que l'on a quand même, c'est que, en tout cas, bon, pour cette fonction-là, on pourrait le montrer, mais dans le cas qui nous intéresse ici, les courbes isovaleurs, ce sont toujours des courbes fermées. Donc en fait ici, on va voir, ça va être finalement des images par une certaine application, finalement de cercles. Voilà, cosinus t, sinus t. Donc une fois qu'on a posé, par exemple, le premier paquet ici égal à cosinus t, on peut retrouver x1
facilement en fonction de cosinus t, comme ici. Et puis, donc, dans le deuxième paquet, qui va s'exprimer comme étant égal à sinus t, et sachant qu'on a déjà déterminé x1 en identifiant le premier paquet, donc ça nous donne le paramétrage suivant. Voilà, donc je passe assez rapidement là-dessus, parce que bon, l'idée, ça va être eh bien de directement programmer ça en Scilab. Donc là, on a vraiment des formules explicites pour tracer ces courbes, hein. Donc c'est une courbe paramétrique. Donc, alors, partons comme d'habitude d'une page blanche. Alors, je vais peut-être me mettre dans le bon dossier. Voilà. Et ce fichier que je suis en train de sauver, je vais l'appeler Rosen. Voilà. Pour Rosenbrock. Donc, alors la première chose dont on va avoir besoin, on a bien compris, finalement, c'est d'une plage de valeur du paramètre. D'accord? Donc a priori, allant de 0 à 2π, ça ne va pas être nécessaire d'aller beaucoup plus loin. On va faire un seul tour. Donc de 0 à 2π. Et puis on va prendre, je sais pas, allez, 1000 valeurs. Ça devrait nous suffire. Bon, et puis après, bien évidemment, ce qu'il faut faire ici, c'est peut-être définir quelles sont les valeurs associées aux courbes de niveau, aux courbes isovaleurs que l'on veut tracer. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser des valeurs de alpha hein, qui sont suffisamment espacées. Alors on va le faire de la manière suivante. Donc je me place déjà dans le cadre d'une boucle, hein, puisque bon, on va le faire pour plusieurs valeurs de alpha. Donc je propose de faire varier alpha en commençant par 1, d'accord, et en terminant par... alors si je mets 300, ça ne va pas aller, bien évidemment. Je vais mettre 301, comme ça on va tracer la dernière. Voilà. Et donc à l'intérieur de ça, eh bien je vais venir faire quoi? Eh bien je vais reprendre mes formules, les formules qui sont ici. Alors, x1 est égal à 1 moins racine de alpha fois cosinus t. Donc, x1 égale 1 moins racine de alpha multiplié par cosinus t. Ensuite, x2. Alors, x2, allez. Donc racine de alpha sur 10 fois sinus t plus x1 carré. Racine de alpha sur 10 multiplié par sinus t plus x1 au carré. Alors n'oubliez pas ici de mettre bien un point devant, puisque ça se fait élément par élément. Voilà. Alors, on va l'exécuter tel quel. On va voir que ce n'est pas forcément satisfaisant, ce qui est normal, puisque il va falloir aller zoomer dans la zone d'intérêt. On peut déjà voir au moins si ça fonctionne. Oui, alors, c'est-à-dire que je vais, excusez-moi, donc représenter la courbe paramétrique, il faut bien que je la dessine, hein, voilà, avec l'instruction plot. Alors, voilà, donc c'est pas pour rien qu'on l'appelle cette fonction de Rosenbrock la fonction banane, hein, parce que les isovaleurs, c'est comme une banane toute tordue. Alors, ici, on voit on est largement en dehors du domaine qui nous intéresse. Donc ici, on va, contrairement à ce qu'on fait peut-être habituellement, c'est-à-dire on réajuste le domaine de visualisation a posteriori après avoir tracé les courbes. Je propose de le faire avant, pour une fois, comme ça vous apprendra à le faire. Donc l'idée c'est quoi? C'est que dans le système d'axes, avant même de commencer à tracer les choses, eh bien, on va venir fixer les limites. Donc on avait dit dans le sujet, a priori, si je me souviens bien, pour les x, on va aller de moins 1 à 2, et pour les y, de moins 1 à 2. D'accord, comme ceci. Et donc ce que l'on va faire avec l'instruction suivante, c'est qu'on va empêcher Scilab finalement
d'aller dépasser les limites que j'ai fixées avant, d'accord? Donc ce paramètre, en fait, par défaut, il est toujours à on, et donc là, on va le mettre à off. Voilà, donc là, ça devrait faire quelque chose d'un peu plus joli, je pense. Voilà. Donc là, ça ressemble vraiment à ce qu'on avait dans le sujet. Alors, ce qu'on peut rajouter, c'est eh bien, la cerise sur le gâteau. Donc la cerise sur le gâteau, c'est quoi? C'est d'ajouter quelque chose pour bien visualiser où se trouve la solution de notre problème. Donc là, on va mettre une petite croix rouge, comme ceci. Voilà. OK? Bien. Donc une fois qu'on a nos courbes ISO-valeurs, on va pouvoir commencer à s'intéresser au cœur vraiment du sujet, de ce TD, c'est-à-dire la méthode de Levenberg-Marquardt. Là ici, le but, ça va être quoi? Ça va être de venir trouver le minimum de cette fonction dont pour l'instant on n'a fait que tracer les courbes ISO-valeurs. Donc, retournons voir dans le sujet. Donc voilà la définition de la fonction. Alors, dans le contexte, effectivement, où ici on veut utiliser la méthode de Levenberg-Marquardt pour trouver le minimum de cette fonction, là il s'avère qu'en ce minimum, la fonction est carrément exactement nulle, hein, ça ne sera pas toujours bien évidemment le cas. Donc ici, il faut bien ne pas perdre de vue que pour pouvoir utiliser finalement la méthode de Levenberg-Marquardt pour trouver le minimum d'une fonction, il faut que cette fonction, ce soit vraiment qu'elle s'exprime sous la forme de la norme au carré d'un vecteur. D'accord? Sinon, a priori, on ne peut pas s'en servir. Donc, ici, c'est bien que l'on ait à la fois sous les yeux la définition de la fonction qui est là, d'accord? Et puis finalement, les itérations de la méthode de Levenberg-Marquardt, parce que on fait bien apparaître ici quelque chose, une quantité d'intérêt qui est le vecteur R de x, d'accord? Et elle aura un facteur 1,5 près, donc là le 1,5, faites pas très attention parce que c'était pour qu'il n'y ait pas de 2 à mettre en facteur là. Donc la fonction qu'on cherche, à laquelle on fait référence, dont on cherche le minimum ici, c'est une fonction, elle est ici qu'on a appelée f, et qui doit s'exprimer comme la norme au carré d'un vecteur R qui dépend de notre inconnu x. Donc ici, pour la fonction f, ce que l'on va avoir à définir dans Scilab, c'est pas la fonction f elle-même, mais le vecteur R de x, une fonction R de x finalement qui va renvoyer le vecteur dont f de x va être la norme au carré. D'accord? Donc, ayons ça sous les yeux. Donc là, on voit bien que finalement, la première composante du vecteur, c'est 1 moins x1. D'accord? Et la deuxième composante du vecteur, donc là, il faut faire rentrer le 100 à l'intérieur de la parenthèse. Donc, il y a un carré, ça va être un 10. Donc la deuxième composante, ça va être 10 fois x2 moins x1 au carré. Voilà, et donc la fonction qui nous intéresse à minimiser, c'est la norme au carré de ce vecteur résidu. Eh bien, on va tout simplement ici continuer à travailler dans notre script en définissant cette fonction. D'accord? Alors, je vais l'appeler résid, d'accord, pour résidu. Donc, le nom formel de la variable, je vais le laisser comme étant égal à x. Ça ne pose pas de problème particulier. Et donc, première composante de x, on avait dit 1 moins x1. Donc, en Scilab, 1 moins x de 1, entre parenthèses. Et la deuxième composante, 10 fois x de 2 moins x de 1 au carré. Et je ferme le crochet. Voilà notre fonction résidu. Alors, bien évidemment, comme ingrédient, on n'a pas encore complètement terminé les choses. On va avoir besoin, bien évidemment, pour faire fonctionner notre méthode de Levenberg-Marquardt, de la dérivée du résidu. D'accord? Alors qu'on appelle soit dérivée, donc là la matrice R', ou jacobienne, c'est comme vous voulez, ça pose pas de problème particulier. De l'appeler comme d'une manière ou d'une autre. Alors,
ce dont on a besoin finalement de calculer, et là on va peut-être même pouvoir le faire directement à partir de l'expression telle qu'on l'a écrite dans Scilab, parce que c'est complètement lisible et complètement, pratiquement identique à la définition mathématique du vecteur résidu. Donc c'est calculer, on va calculer la jacobienne, à vrai dire, enfin au vol, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une fonction qui calcule la jacobienne, d'accord? Donc ici nous avons deux inconnus, d'accord? Donc il y aura deux colonnes, et le vecteur R a deux composantes, donc on aura deux lignes, d'accord? Donc la jacobienne, c'est une matrice 2 par 2. Donc sur la première ligne, on doit mettre quoi? Eh bien, la dérivée partielle par rapport à x1 de la première composante. Ensuite, sur la même ligne, deuxième colonne, la dérivée partielle par rapport à x2 de la première composante de x1. Donc la première composante de la jacobienne, c'est forcément donc ici moins 1, puisque la dérivée de moins x1 par rapport à x1, d'accord? Sur la deuxième colonne, donc là je vais vraiment séparer les choses par une virgule pour que ce soit bien explicite, plutôt qu'un vulgaire espace. Et donc la dérivée par rapport à x1 de 10 fois x2 moins x1 au carré. Donc en fait c'est 2 fois 10, moins 2 fois 10 fois x1. Donc ça fait moins 20 fois x1. Qu'est-ce que je dis là? Non, ah oui, donc je me reprends. Alors, on est en train de calculer la dérivée ici partielle de la première composante qui est 1 moins x1 par rapport à x2. Et donc ici, on est bien d'accord que c'est 0. Voilà. Donc, désolé pour ce petit cafouillage qu'on ne fera pas disparaître au montage. Hein, il faut être honnête. L'erreur est humaine. Donc ensuite, on s'intéresse à la deuxième composante. Alors voilà, si j'ai un peu cafouillé, tout simplement, c'est parce que ça ne mange pas de pain finalement d'écrire les choses comme ça. Comme ça, on se trompe moins. Bon, c'était juste pour gagner une ligne. Alors, donc dérivée de la deuxième composante par rapport à x1 ici. Donc, bon, c'est celle que j'ai calculée juste avant. Donc, on a dit que c'était moins 20 multiplié par x1. D'accord. Et la dérivée de cette quantité ici, là, par rapport à x2, en fait, c'est 10. Voilà. On n'a pas grand-chose de valable dans cette jacobienne, mais bon. Alors, bon, bah donc ça doit suffire. Donc, on a la jacobienne, on a le vecteur résidu. Alors, qu'est-ce qui va nous manquer? Alors, en théorie, il faudrait vérifier déjà que tout ça fonctionne, mais bon, je pense que syntaxiquement, ça a l'air correct. On verra ça au vol quand on commencera à attaquer la suite. Alors, la suite, à savoir quoi? Donc, je vais me placer ici dans le script. Bah, il s'agit maintenant de programmer notre méthode de Levenberg-Marquardt. Alors, on a vraiment pratiquement tous les ingrédients ici. Alors, qu'est-ce qui va nous manquer pour commencer? Un point de départ. D'accord? Donc le sujet, si je me souviens bien, vous proposait de partir du vecteur moins 1,5, 3,5. D'accord? Ensuite, bon, et bien on va pouvoir maintenant directement commencer à poser un peu les bases pour notre méthode de Levenberg-Marquardt. Alors, comme pour toutes les méthodes itératives que l'on a déjà fait fonctionner précédemment, comme par exemple la méthode de Newton, on va définir un nombre maximum d'itérations a priori, d'accord, en travaillant ici avec une boucle qui normalement fait un nombre donné d'itérations qui est 100, et donc en sortant de manière anticipée de cette boucle si le critère que l'on s'est défini pour en sortir est atteint. Donc là, le critère a priori, on verra, ça va être le critère de progression entre deux itérées successives. C'est-à-dire, si je retourne voir dans le sujet, je pense que ça doit être défini correctement. Alors,
il y a plusieurs éléments importants. Donc le premier dont j'étais en train de parler, c'est le suivant. D'accord? C'est-à-dire, le critère d'arrêt, c'est norme de x1 plus 1 moins xk plus petit qu'une certaine tolérance, qu'on prendra égale à 10 puissance moins 6. Ok. Alors, une chose importante, alors c'est vrai, qui est importante, c'est que par rapport à la formulation, on va dire, classique, mathématique de la méthode de Leverberg-Marquardt, qui s'écrit comme ceci, là, il est hors de question, bien évidemment, de former la matrice qui est ici, d'accord, et pour ensuite l'inverser, et même avec cette matrice, résoudre un système d'équations linéaires. Donc l'idée, c'est qu'on a bien compris que dans la méthode de Leverberg-Marquardt, c'est qu'à chaque itération, on résout un problème de moins de carré. Et donc un problème de moins de carré en Scilab, ça se résout de manière particulière, en écrivant les choses, en utilisant l'opérateur backslash, d'accord, division à gauche. Donc je vous laisse, le cas échéant, vous référer à la vidéo du cours pour retrouver la forme particulière. Alors, donc, dans un premier temps, la première chose que l'on fait au début des itérations, c'est de calculer le vecteur de résidu, d'accord, de calculer la jacobienne, ensuite, donc là on attaque vraiment le vif du sujet, à savoir, alors on va pas faire la mise à jour directement du vecteur x, on va vraiment calculer séparément cet incrément, qui va être xk plus 1 moins xk, alors qui s'écrit dans la formulation mathématique de la méthode de Leverberg-Marquardt comme ceci. Donc nous, ici, on va plutôt l'écrire comme vraiment la solution du problème de moins de carré équivalent. Comme je vous le disais juste avant, vous référez au cours. Donc, on va l'écrire comme ça. Donc cet incrément, on va l'appeler h, d'accord, typiquement. Et donc, la matrice qui va être à gauche de l'opérateur backslash, c'est pas la jacobienne, c'est la jacobienne en dessous de laquelle on va venir mettre, alors là il y a une quantité qui n'est pas encore définie au moment où on écrit ceci, ça fait intervenir lambda. Alors même d'ailleurs une matrice Ganti qui va être la matrice identité, qu'on va s'empresser de définir ensuite. Et donc à droite, le second membre du problème de moins de carré qu'on résout à chaque itération, c'est le vecteur R, qu'on va venir augmenter, on va dire, de autant de 0 qu'il y a d'inconnu dans le problème. Voilà, donc normalement, si vous avez éventuellement sous les yeux, dans une autre fenêtre, la vidéo du cours, vous pourrez retrouver sans problème cette formulation. Donc ici, je vais définir la matrice identité, d'accord? Donc là, la matrice identité de ligne de colonne. Et puis la valeur de lambda, je vais mettre une valeur ici un peu d'abord par défaut, et puis plutôt assez grande, puisque c'est ce qui était recommandé dans un premier temps dans le sujet, pour voir un peu comment se comportait la méthode et voir si effectivement elle présentait les caractéristiques attendues, à savoir qu'elle se comporte comme la méthode du gradient, et donc ici comme une méthode qui va être extrêmement lente. Alors, ici on a un peu tout ce qu'il faut. Donc, on va faire nos itérations, d'accord? Donc on vient soustraire à xh, et donc h c'est celui que l'on va tester. Donc norme de h, donc qui correspond à notre xk plus 1 moins xk.
Donc s'il est plus petit que 1 10 puissance moins 6, alors on va interrompre la boucle. Donc ça, ce genre de mécanisme, on l'a déjà rencontré plusieurs fois lorsqu'on avait programmé des méthodes itératives. Alors, peut-être que avant même de faire une représentation graphique des itérations, d'accord, c'est-à-dire de relier les points xk, xk plus 1 dans le plan, je vais peut-être tout simplement faire afficher le vecteur courant, c'est-à-dire x, d'accord, pour au moins voir que la méthode fait à peu près ce qu'il faut. Ok, alors, on y va. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'avance pas vraiment des masses. Je pense qu'on a atteint vraiment le nombre maximum d'itérations. Si on regarde k, effectivement, ça vaut 100. Et puis, il semble qu'on est quand même très très loin de la solution, hein, qui doit être 1, 1. Alors, écoutez, on va diminuer lambda. Je vais prendre lambda égale à 10. Ça a l'air d'être un petit peu mieux, mais on a toujours dépassé finalement le nombre d'itérations maximum. Alors, prenons carrément lambda égale à 1. Alors là, ça a l'air effectivement d'être un peu mieux. Et si je regarde k, effectivement, c'est arrêté avant les itérations, avant le nombre maximum d'itérations. D'accord? Si on regarde h, donc on a quelque chose qui est effectivement petit. Alors le moment est peut-être venu de représenter les choses maintenant. Je vais juste représenter pour l'instant par un point, par un petit rond, l'itérée courante, d'accord? Comme ceci. Voilà. Alors, on voit qu'effectivement sur la fin, bon, ça a tendance à... Bon, peut-être à pas converger super vite. On verra comment on peut éventuellement jouer par rapport à ça. Mais il est clair que ça a l'air d'être quand même pas trop mal. Alors ce qui nous manque peut-être aussi, c'est la... Alors, là on n'a pas la première itération. Alors, donc on va essayer de faire maintenant ce qui était demandé, à savoir tout simplement représenter un segment entre xk et xk plus 1. Alors l'idée, c'est qu'on va peut-être venir le faire justement ici, avant d'ajouter la nouvelle quantité, le nouveau h à x. Donc si on regarde les abscisses successives, donc a priori c'est x1 plus h de 1, et puis la suivante x2 plus x2 et x2 plus h de 2. Bon, il y avait peut-être éventuellement d'autres manières de procéder, hein, vous pourrez faire comme vous voulez. Ça, je pense que ça doit faire le job. Et puis, on va bien évidemment mettre un petit segment en plus 0 pour que ce soit plus sympathique. Alors, ce n'est pas ce que j'avais demandé. Alors, tout simplement parce que j'ai mis un plus au lieu d'un moins. Voilà, donc là, on est vraiment en live, hein, en direct live, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Voilà, donc là, ça a l'air d'avoir quand même beaucoup plus de gueule. Donc, on peut s'amuser à refaire un petit peu notre exercice de tout à l'heure. Je crois qu'on avait commencé avec lambda égale à 100. Alors, vous voyez, donc effectivement, on voit que, bon, alors avec les premières itérations, on se retrouve au fond de la vallée. Et puis au fond de la vallée, on progresse doucement. Donc là, on voit bien typiquement dans cette zone-là, peut-être là, il faudrait que lambda soit plus petit. Alors, pour l'instant, dans la façon dont on fait fonctionner la méthode de Leverberg-Marquardt, là ici, on l'a fait fonctionner avec un lambda qui est fixe, et bon, on n'avait pas du tout imaginé de stratégie. Je pense que dans le cours, je vous avais dit que dans les méthodes, dans les implémentations
on va dire, plus sérieuse que ce que nous sommes en train de faire de la méthode de Leverman-Marquardt, en fait, le lambda est censé quand même varier, alors avec des critères qui sont plus ou moins compliqués. Donc, je vais essayer avec lambda égale à 10. Alors, on voit que c'est pas trop mal aussi, ça. Alors, lambda égale à 1, c'est ce qu'on avait essayé tout à l'heure. Voilà. Bon, bah allons-y, on va encore diviser par 10. Essayons d'éviter la sortie de route. Ah, on voit quand même que là, la première itération, elle est quand même très 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 violente. Alors c'est pour ça que je disais dans le sujet que plus on s'approche quand même ici de la valeur de lambda égale à 0, c'est pas vraiment très très représentatif de la manière dont on voudrait vraiment faire fonctionner la méthode de Leverman-Marquardt de manière à la fois robuste et quand même performante. Là, si je divise encore par 10, là c'est très 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 violent. On peut prendre lambda égale à 0 carrément, ce qui donne la méthode de Gauss-Newton. Alors ici, effectivement, ça marche. Et si vous regardez K, alors vous voyez qu'on a convergé en 3 itérations. Donc ça, je répète, c'est vraiment pas représentatif de la manière dont il faut utiliser la méthode de Leverman-Marquardt. D'ailleurs, plus a priori, j'ai envie de dire, on aura vraiment un point de départ qui est a priori éloigné vraiment de la solution. C'est vraiment pas recommandé de prendre des valeurs de lambda qui soient petites comme ça, pour avoir de la convergence. Donc là, c'est déjà vraiment pas mal ce qu'on peut montrer ici avec un code qui n'est pas si compliqué que ça. Donc pour aller éventuellement un peu plus loin, par rapport à cette remarque-là que je vous exprimais précédemment, qui était sur la façon de faire varier lambda, il y a des manières assez simples qui ont été testées, même éventuellement sur lesquelles il y a des articles qui ont été écrits, des gens qui ont montré que pour une certaine classe de fonctions, résidus, eh bien, c'était une stratégie qui était a priori payante. Eh bien, c'est de prendre un lambda. Ici, on a quand même une information qui est importante, qui est que à l'optimum du problème qu'on est en train de résoudre ici, on a vraiment un vecteur de résidu qui est en plus d'être très petit, ici, il est carrément nul. Voilà. Donc l'idée ici, c'est quoi? C'est de prendre un lambda qui, on va dire, plus on va être proche de la solution, plus il va être petit, d'accord? Pour essayer finalement de retrouver les propriétés de convergence qu'on sait typiquement être quadratiques de la méthode de Newton, dont est un peu dérivée finalement la méthode de Leverman-Marquardt. Alors l'idée c'est quoi ici? Tout simplement, c'est que pour lambda, moi je vous propose de tester la valeur suivante ici. Donc on va prendre lambda est égal à norme du résidu. Donc quelque chose qui, potentiellement, eh bien, plus on va s'approcher de la solution, plus ça va tendre vers 0. On peut tester. Et on voit que ça se comporte de manière quand même plutôt très sympathique. Alors quand on regarde le nombre d'itérations, on a fait 15 itérations. Et puis surtout, j'ai envie de dire, on a vraiment un comportement qui est vraiment, on va dire, homogène, enfin qui a l'air stable. C'est-à-dire qu'on n'a pas des grandes itérations qui font absolument n'importe quoi. D'accord, quand on regarde les itérées successives. D'une part, on a ça, et d'autre part, on a l'avantage, manifestement, que plus on se rapproche de la solution, eh bien, plus on a finalement une convergence qui semblerait ne pas être, je pense, vraiment linéaire. Je pense que quand on regarde vraiment les dernières itérations, alors après, il faudrait éventuellement faire une étude comme finalement on l'avait faite pour la méthode de Newton et pour les autres méthodes itératives. Je pense qu'on pourrait faire une étude de convergence. Alors pour ceux qui ont envie de faire un peu plus de choses, d'exploration dans le cadre de STD, vous pouvez, je pense, sur les dernières itérations, alors dans ce cas particulier ici, je pense montrer qu'on a une convergence qui semblerait-il être quadratique,
et que par contre, dès l'instant où on prend, je pense, un lambda qui n'est pas choisi avec ce genre de stratégie, un lambda qui est fixe, la convergence, a priori, n'est pas quadratique. Voilà. Donc, bon, bah, ça conclut un peu cette première partie sur ce TD sur les moindres carrés non linéaires et la méthode de Levenberg-Marquard. Donc là, on a appris pas mal de choses. Donc l'idée, dans la deuxième partie, on va voir, ça va être d'appliquer ça dans un problème un peu plus élaboré. Voilà, je vous remercie.